Bonjour mes amis, alors aujourd'hui je vais intituler cet épisode qui est enregistré le 5 décembre, Éloge de la médiocrité. Alors pour plusieurs raisons, d'abord parce que je me suis inspiré d'un titre de l'écrivain Richard Millet, qui est probablement peu connu en France malheureusement, mais c'est un grand écrivain, je le conseille. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire médiocrité? C'est en fait une insuffisance de qualité, de valeur, une imperfection, une pauvreté, une petitesse, une mesquinerie et une bassesse. Alors évidemment, je vais pas vous faire un cours de philo sur la médiocrité, c'est pas du tout ça le but de cette vidéo. C'est simplement pour enterrer, parce que éloge, euh, ça veut dire deux choses différentes, même presque contradictoires, en tout cas en français. D'abord, c'est faire l'apologie, c'est-à-dire dire du bien de quelque chose ou de quelqu'un. Mais dans ce contexte-là, ça va être le contraire, c'est-à-dire d'enterrer, quoi, au sens propre du terme, la médiocrité. Enfin, je vais essayer en tout cas. Je vais m'efforcer de le faire. Et je veux le faire en fait pour libérer l'excellence et l'exceptionnel et essayer de montrer le bon chemin. Alors pas moi, mais au travers des faits que je vais relater, de voir que bon, il y a un espoir. Alors, je vais commencer par des mauvaises nouvelles et puis après ça va aller un petit peu plus dans le sens positif. Alors le premier point que je voulais évoquer ici dans cette vidéo, c'est quelque chose qui s'est produit il y a pas très longtemps, c'est l'assassinat du PDG de United Healthcare, qui s'appelle Brian Thompson, à New York City, en pleine rue, un soir, près de l'hôtel Hilton à Midtown. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est à Manhattan, c'est à côté de Times Square. Bon, alors on a une vidéo surveillance qui nous montre un type avec une cagoule, pas une cagoule, un hoodie, vous savez, avec la capuche, qui qui marche derrière la victime et qui lui tire dessus, pratiquement à bout portant, et qui le tue instantanément, je pense. Je pense que c'est comme ça. Alors sur les douilles étaient marqués trois mots: deny, qui veut dire refuser; defend, pardon, qui veut dire défendre; et depose, qui veut dire déchoir. Alors, d'après les enquêteurs, ce serait l'écho d'un livre de 2010 écrit par Jay Feynman, qui est intitulé Delay, Deny, Defend, sur les techniques des assureurs américains pour ne pas payer les dommages de leurs assurés. Alors ici, United Healthcare, comme son nom l'indique, pour ceux qui parlent un peu l'anglais, c'est une assurance privée pour la santé. Hein. Aux États-Unis, nous n'avons pas d'assurance pour la santé universelle. Voilà, l'assurance est privée. Alors, elle est fournie soit par l'employeur, soit par un système qui est relativement récent, qui s'appelle Obamacare. Enfin, ça s'appelle pas Obamacare, mais tout le monde. Mais c'est Obama qui l'a mis au point et qui est en fait un système de redistribution. Hein, les socialistes adorent la redistribution. Et en fait, on subventionne les primes d'assurance. C'est-à-dire que, en fonction des revenus qu'on a, la subvention c'est plus ou moins importante et ça permet de payer une assurance privée euh, pour les gens indigents. Voilà. Donc en fait, ceux qui payent des impôts payent pour ceux qui n'en payent pas. Voilà. Et qui n'ont pas la chance d'avoir un employeur qui leur paye une assurance ou qui leur subventionne une assurance maladie. Une assurance maladie. Voilà. Donc on peut comprendre un petit peu le sens de tous ces mots. En tout cas, on pense que c'est ça. Alors l'assassin, d'après la vidéo, paraît être quelqu'un de bien entraîné. Son pistolet avait un silencieux avec un petit calibre 380 ou 22 long rifle, ce qui permet d'avoir très peu de recul et très peu de son, voire pas du tout d'ailleurs. Donc en fait, on peut voir que c'est un professionnel ou quelqu'un en tout cas qui s'est vraiment bien entraîné, qui n'avait pas d'émotion ni de panique quand il a tiré et qu'il a assassiné cette personne. Alors, quel est le motif de l'assassinat? Bon, pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose, mais on peut faire des hypothèses. Soit c'est un assuré mécontent et on peut un petit peu le déduire par les mots qui étaient gravés sur les douilles qu'on a retrouvées sur le lieu de l'assassinat. Moi, j'y crois pas trop parce que bon,
Ça me paraît un petit peu trop professionnel. Ou alors c'est lié à sa vie personnelle, que je connais pas, donc on en saura peut-être plus lors de l'enquête. Ou alors c'est lié à un acte commis par un gauchiste anticapitaliste violent. Et effectivement, j'ai vu un tweet passer là-dessus où beaucoup de gens d'extrême gauche se réjouissent qu'un PDG d'une entreprise soit assassiné. Hein. Ça nous rappelle les Brigades Rouges ou Action Directe en France dans les années 70. Bon, pour ceux qui sont trop jeunes, regardez ça, vous verrez, vous apprendrez quelque chose. C'est toujours intéressant. Ça peut être aussi un tueur professionnel commandité peut-être par l'État profond ou par quelque chose d'autre, ou par une autre organisation, au cas où Thomson était impliqué dans un réseau de financement occulte de l'État profond ou transmettait des données confidentielles à des concurrents. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà expliqué, mais il y a certaines grosses entreprises américaines qui ont leur service de sécurité privé. Bon, c'est une sorte d'armée privée, donc on peut imaginer quelque chose de ce style. Ou alors à des États tiers, par exemple, transmettre des données sur la santé des gens, parce que n'oubliez pas que les assurances maladie collectent énormément de données personnelles dans le cadre de leurs fonctions. Alors peut-être transmettre ces infos à la Chine, mais bon. Alors j'oublie certainement d'autres raisons pour l'assassinat, d'autres motifs, mais pour le moment, on n'en sait pas plus, donc il faut être patient et attendre la fin de l'enquête. Alors le deuxième point, c'est la grâce présidentielle octroyée à Hunter Biden par papa. Pas par mon père, mais par le père de Hunter Biden, Joe Biden. Alors, pour mettre les choses au point, c'est dans les pouvoirs du président des USA. Donc le président américain peut gracier qui il veut, comme il veut. Il peut même se gracier lui-même, d'ailleurs. Trump l'avait plus ou moins envisagé et il a été bête de pas le faire puisque ça lui aurait valu moins de soucis. Bon, j'en ai parlé déjà, donc je vais pas revenir là-dessus. Alors là, dans ce cas-là, bon, c'est un peu différent parce que Joe Biden avait promis de pas le faire. Mais bon, comme c'est un menteur invétéré, puisqu'il a passé sa vie à mentir, il faut pas s'étonner de ce changement d'opinion. Alors les raisons de la grâce présidentielle. Bon, on peut imaginer effectivement un petit cadeau de Noël pour son fils, mais en fait c'est beaucoup plus cynique que ça. Alors Joe, officiellement, hein, ça c'est la version officielle. Pour Joe, donc Hunter a fait l'objet d'un procès politique qui était injuste, donc c'est pour ça qu'il l'a gracié. Évidemment, j'entends un rire derrière qui me dit ouais mais Trump il doit se marrer aussi parce que c'est un argument qu'il peut utiliser aussi pour demander l'arrêt de toutes les procédures contre lui, ce qui est vrai puisque lui aussi il a été poursuivi pour des raisons politiques. Bon, mais on verra un petit peu par la suite comment cet argument peut être utilisé aussi euh, non seulement par Trump mais par d'autres personnes, notamment ceux qui ont été incarcérés dans le cadre de l'enquête sur le 6 janvier. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard d'ailleurs. En vrai, c'est Joe a gracié son fils parce que il a besoin de se protéger lui-même. En fait, les chefs d'accusation contre Hunter étaient sérieux et étaient relatifs à de la corruption et à du trafic d'influence. Donc en fait, Hunter, je vous en ai déjà parlé, mais Hunter, rafraîchissons les mémoires, Hunter utilisait la position de son père en tant que vice-président ou sénateur afin de monnayer son intervention auprès du gouvernement américain. Un sénateur américain peut passer quelques coups de fil, un vice-président encore mieux, donc ça a de la valeur. Et certaines personnes, notamment des Chinois, des Ukrainiens notamment, ont utilisé ce canal pour essayer d'influencer certaines décisions du gouvernement américain qui leur étaient profitables, voire très profitables. Évidemment, c'était profitable pour les Biden. Alors évidemment, on le sait maintenant, mais bon, même si c'était un secret de polichinelle, le clan Biden est très corrompu, comme la plupart de la classe politique américaine. Alors, donc on verra un petit peu comment
comment les choses vont se décider pour Hunter, parce qu'en fait, les procureurs qui ont poursuivi Hunter Biden, qui sont pour la plupart des démocrates eux-mêmes, ont estimé que les chefs d'accusation n'étaient pas bidons, n'étaient pas politiques, contrairement à ce qu'a affirmé Biden, mais étaient vraiment liés à des preuves très solides de corruption et de trafic d'influence. Donc on est quand même dans une situation un petit peu particulière, et il y a des procureurs qui veulent pas se laisser faire apparemment. Alors, des rumeurs circulent encore à propos de la démission de Joe avant la fin de son mandat. Je vous en avais parlé la dernière fois. En fait, ce qu'ils veulent, c'est que Kamala devienne la première femme présidente de couleur de l'histoire des États-Unis. Pour quelques semaines ou quelques jours. Symbolique, simplement symbolique. Mais, il y a deux obstacles au moins à ça. D'abord, Joe déteste Kamala, et il ne lui fera pas ce cadeau, à mon avis. Et Joe va sûrement se gracier lui-même, ainsi que son frère James. Il en a besoin, pour les raisons que je vous ai indiquées précédemment. Car il est très impliqué dans la corruption du clan Biden, son frère, James, qui lui ressemble d'ailleurs énormément. Enfin, avant ses opérations. Ne ressemble pas du tout à Joe d'avant. Et comme aucune garantie que Kamala le graciera si elle est présidente, il préférera tenir jusqu'au bout. Donc à suivre, d'autant qu'il est en train de préparer sa sortie du monde politique, vu son état physique et mental. Je pense qu'il veut pas partir misérablement, mais un petit peu, enfin, à sa manière, de façon héroïque, entre guillemets. Alors à propos de grâce présidentielle, justement, il circule une autre rumeur, et cette fois-ci à propos d'Anthony Fauci. Alors, j'ai pas besoin de le rappeler, mais Fauci est celui qui a décidé de la politique covidiste pendant 3-4 ans, entre 2020 et 2023, date à laquelle il a pris sa retraite. Si ma mémoire est bonne. Je crois que c'est 2023, plutôt, pas 2024, 2023. Bon, alors on connaît les conséquences catastrophiques de ces décisions. Alors, faut-il le gracier? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Alors, beaucoup de gens veulent sa tête, et je pense que c'est tout à fait légitime, mais pour le moment, il est protégé par l'État profond car il a été très utile. Et je veux rappeler quelque chose, je vais pas vous faire tout un thème sur les vaccins, machin, etc., parce que c'est pas le but de cette vidéo. Mais il faut pas oublier que les vaccins et les politiques de confinement, notamment, ne sont que le sommet de l'iceberg dans cette histoire de Covid. En effet, le but principal du covidisme a toujours été l'obéissance à l'autorité, sans pouvoir poser de questions ni remettre en cause quoi que ce soit. C'est les expériences célèbres qui sont relatées d'ailleurs dans l'excellent film E-Comicar avec Yves Montand. C'est un vieux film des années 70, bon, qui parle plus ou moins de l'assassinat de Kennedy, mais aussi d'une expérience qui s'est passée à Yale et qui testait en fait l'obéissance des gens. J'en ai parlé déjà de cette expérience, pardon, et c'est effrayant. Donc oui, là encore, on a voulu retester cette expérience, mais à échelle nationale, voire mondiale. Alors évidemment, ça s'est pas fait comme ça. Il y a eu aussi tout un système de désinformation, de mensonges et de peur véhiculé 24 heures sur 24. Je vous rappelle les chiffres des morts qui n'étaient pas du tout relayés de façon substantielle par les faits. On a pris en compte tous ceux qui mouraient pendant une journée, quelle que soit la cause. Donc tout ça, c'est de la désinformation pure et simple. Alors ce système de désinformation qui est le cœur du réacteur, le levier de contrôle des citoyens par l'État profond. Mais je reviendrai sur ce point dans une vidéo parce qu'on a eu des révélations récemment là-dessus et je voudrais en faire une vidéo complète là-dessus et détaillée. Autre point, alors je vous ai parlé la semaine dernière de savonner la planche, alors encore et toujours. Alors les démocrates passent des contrats qui vont être difficiles à résilier pour Trump. Je vous donne un exemple très simple. Les employés fédéraux et leurs syndicats ont négocié un accord afin de travailler de chez eux de façon permanente jusqu'en 2029. Donc les employés fédéraux maintenant vont pouvoir travailler tranquillement de chez eux puisqu'ils ont signé un accord, les syndicats, etc., avec le gouvernement. Alors,
Il y a eu des enquêtes qui ont été faites et on sait, c'est pas hypothétique, c'est sûr, que de nombreux employés fédéraux ne travaillent pas les 40 heures légales et même certains ne travaillent pas du tout. Alors, ce sont des emplois fictifs. Alors évidemment, pour pas être attrapé et pour continuer à avoir ce genre de job, il faut être bien connecté politiquement. Bon, par exemple, il vaut mieux être démocrate que républicain. Par exemple. Je pourrais donner d'autres exemples, mais bon, je pense que j'ai déjà une chaîne YouTube à un petit peu surveiller, donc je vais éviter de donner des exemples trop précis, mais disons que bon, en fonction de la couleur de peau et du sexe, on peut avoir plus ou moins de latitude sur son travail fédéral. Voilà. Je dis ça, je dis rien, hein, mais pour vous donner une idée. Euh, alors le problème, c'est que c'est payé par les impôts et par la dette. Faut pas oublier que c'est le peuple américain qui paye d'une façon directe ou indirecte. Mais est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose? Quelque chose qui se passe en France aussi. Voilà. À méditer. La dette américaine continue de gonfler dangereusement. Par exemple, on vient d'apprendre que le Pentagone vient d'envoyer pour près d'1 milliard de dollars à l'Ukraine en aide financière, armes, munitions. Très bien, on veut poursuivre la guerre. Ça, j'en ai parlé déjà, donc ça c'est... J'en parlerai aussi parce que ça aussi, ça fait partie des choses qui ont été révélées récemment. Alors, les dépenses fédérales continuent d'augmenter ainsi que la dette publique totale. Bon, ça, la courbe est extrêmement pointue et monte inexorablement. Alors, autre point qui n'a pratiquement rien à voir avec ce que je viens de dire, les cryptos, on a eu chaud. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Le gouvernement américain va probablement vendre 10 000 bitcoins pour faire chuter, ou du moins tenter de le faire, le cours du bitcoin et ruiner le projet de Trump de créer un fonds national de réserve crypto, un peu sur le modèle de l'or, de la réserve d'or. Bon, je ferai une vidéo sur ce sujet spécifiquement, sur le projet des démocrates de détruire les cryptos, parce que encore une fois, on a eu des révélations récemment. Donc je voudrais en parler aussi. Alors, vous vous souvenez que la semaine dernière, j'ai parlé des prêts des obligations, pardon, émises en dollars par la Chine en Arabie Saoudite. Et j'ai oublié de mentionner une possibilité pour la Chine d'utiliser ces dollars, eh ben, c'est d'acheter des cryptos. Voilà. Donc la Chine va probablement faire aussi constituer une réserve de crypto, en plus de faire une réserve en or. Elle peut aussi acheter de l'or, bien sûr, avec des dollars, puisque l'or est coté en dollars sur le marché mondial, mais les cryptos également. Donc voilà. Donc ça peut être aussi une idée. Alors, dans la série, donc les démocrates sont cinglés. J'ai vu une vidéo d'une femme qui appelle à une insurrection afin d'empêcher Trump d'accéder au pouvoir. Alors, on peut imaginer un 6 janvier version démocrate. Alors, je vais vous donner ma vision des choses, qui est probablement fausse, mais peu importe. Alors, ce serait à la fois plus violent et plus drôle que le 6 janvier 2020. Pourquoi? Parce qu'on aurait d'un côté les Antifa et les BLM, qui sont les bras armés du Parti démocrate, qui vont tout casser, avec des fausses blondes de banlieue qui votent démocrate, qui sont obsédées par l'avortement, les droits des femmes, etc. Des trans, des gens obèses, etc., etc. Hein, les minorités opprimées par les vilains hommes blancs républicains. Et alors on peut être à la fois terrifié et amusé par cette image, mais on verra bien. Et je pense que j'espère avoir tort, mais je crains de pas être très loin de la vérité. Si évidemment insurrection il y a, ce que je n'espère pas bien sûr. Faut-il le rappeler? Alors à propos des dépenses publiques, j'ai euh, j'ai gardé ça pour la fin parce que j'ai indiqué la date, hein, donc 5 décembre. Donc hier 4 décembre, le Parlement français a voté la censure, la motion de censure. Donc on a viré Barnier et son gouvernement. Très bien.
Je n'ai pas de commentaires à faire, il y a plein de commentaires intéressants là-dessus, très intelligents. Bref, mais il faut revenir à la racine du problème. Donc la France va mal, on le sait, il y a une dette publique énorme, il y a une récession économique qui est déjà là, hein. Marc Toiti en parle chaque semaine de façon brillante et détaillée. Donc c'est ce qui explique en partie le renversement du gouvernement. Donc l'impossibilité de faire un budget qui soit équilibré et qui satisfasse tous les partis. Bon, et c'est très difficile de plaire à tout le monde, ça c'est un exercice très difficile. Et pour ce coup-là, bon, je pense que Barnier n'a pas été très bon non plus parce qu'il est assez méprisant. Mais ça, c'est un peu la maladie française des énarques et plus généralement des élites françaises. Mais justement, parler de la médiocrité des élites est trop facile à mon avis. Même si c'est vrai. Pourquoi? Parce que cette médiocrité, je vais être assez dur, reflète en fait notre propre médiocrité, puisque nous élisons ces gens-là. Et, euh, et nous élisons systématiquement ces gens-là. Et bon, alors évidemment, on peut toujours me dire, ouais, mais tu comprends, d'abord, il n'y a pas de candidat alternatif, et puis on choisit pas les candidats, on ne peut voter que pour ceux qui se présentent, etc., etc. Certes, mais il y a des gens valables en France, il y en a même beaucoup, mais simplement, le système étant pourri par essence, ils ne veulent pas être mêlés à ce genre de décrépitude et de dégénérescence. On peut pas leur en vouloir. Mais bon, un jour peut-être qu'ils viendront et qu'ils se présenteront. À propos de ça, d'ailleurs, j'ai un très bon exemple. C'est Javier Milei, le président argentin, qui n'a pas fait de politique et qui un jour a dit stop, il faut que je me présente parce que le pays va très mal. Euh, et il s'est présenté en héros modeste et moderne, avec sa tronçonneuse, etc. Alors justement, il a fait une couverture de The Economist, hein, un journal très sérieux britannique, où il explique, et sa phrase est extraordinaire, mon mépris pour l'État est sans limite. Alors évidemment, ça peut choquer beaucoup de Français, parce que les Français sont habitués à un État omnipotent et omniprésent. Ce qui est à mon avis une erreur à la fois philosophique et morale. Mais bon, mais encore une fois, je vous ai promis, je ne vais pas faire une vidéo philosophique, mais simplement aligner des faits. Donc au lieu d'attendre tout de l'État, il faut le mépriser et n'attendre rien de lui, puisqu'il est dirigé par des médiocres. C'est en ce sens que que Millet parle de l'État. Alors c'est un peu paradoxal parce qu'il est président d'un État justement, mais l'État il le méprise, il veut le détruire, il veut le reformater pour qu'il soit le plus efficace possible et qu'il coûte le moins cher possible aux contribuables argentins. Et ça c'est une bonne leçon pour nous Français et pour même pour nous Américains. Alors en fait, Millet fait en Argentine l'expérience de tout remettre à zéro. On a, depuis au moins 100 ans, en tout cas aux États-Unis, en France c'est beaucoup plus ancien, euh, on a un État qui a pris beaucoup trop d'importance. Donc lui, il veut remettre à zéro. C'est une sorte de reset, mais version libertarienne. Donc c'est une bonne version d'un reset. C'est pas la version du World Economic Forum de Monsieur Schwab, et c'est très bien comme ça. Alors qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il a fait déjà? Virer des fonctionnaires par dizaines de milliers. Hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des fonctionnaires qui travaillent même pas, donc ça sert à rien de payer leur salaire en dehors. Voilà, qu'ils aillent chercher du travail sur le marché privé. Simplifier les règles administratives, c'est ce qui étouffe la croissance. Simplifier les structures gouvernementales, ça fait des économies et ça simplifie la relation entre l'État et les citoyens. Donc ça augmente l'efficacité. Limiter les subventions et les aides sociales. Alors ça, c'est l'aspect le plus controversé. Mais c'est l'aspect le plus nécessaire. J'ai entendu un chiffre pour la France. Presque 900 milliards d'euros sont redistribués en aide financière, en aide sociale. Pourquoi? Je ne sais pas. À qui?
comme il n'y a pas de statistiques précises en France, on va estimer que combien vont aux étrangers, légaux et illégaux, des subventions et des aides qui sont pas forcément liées à aux impôts qu'on paye, parce qu'il y a des aides qui sont voilà, qui ne sont pas liées à l'impôt qu'on paye ou alors au travail. Il y a des aides qui sont données sans qu'il y ait besoin de montrer un justificatif de travail ou quoi que ce soit. Donc tout ça, c'est à remettre à plat, à remettre en cause. Alors évidemment, on peut discuter chaque point en disant oui, mais tu comprends, quand tu donnes 15 euros par jour à un étudiant, il va les dépenser, ça permet à la croissance, etc. Ouais, mais bon, un étudiant peut travailler aussi, hein, on a tous travaillé, bon. Voilà, par exemple, hein. Ah oui, mais il n'y a pas de travail pour les étudiants, c'est dur de trouver du travail. Bah oui, mais si on limite les règles du code du travail et qu'on assouplit un peu tout ça, peut-être qu'il y aura plus de petits jobs pour tout le monde et que les gens pourront se passer de subventions et d'aides. Donc c'est en fait c'est toute une chaîne en fait. Donc on peut discuter point par point, mais ça serait trop long et ça nous emmènerait un petit peu trop loin dans euh, et ça ferait un petit peu mal aussi parce que ça remettrait en cause le modèle français, le modèle argentin, le modèle américain même. Hein, on a le même problème ici aux États-Unis. En fait, le but, c'est pas d'augmenter les impôts et les taxes qu'a voulu faire Barnier, mais de rétrécir la taille de l'État. Je vais vous donner un exemple. Pour renouveler un passeport aux États-Unis, maintenant, c'est un projet pilote. Euh, on va sur Internet, on fait 2 clics, on prend une photo avec son téléphone mobile, on l'envoie on le télécharge, on envoie la demande pour un renouvellement de passeport. Ça prend 5 minutes et vous recevez, vous payez, je crois, 130 dollars, si ma mémoire est bonne, et vous recevez votre passeport sous quinzaine par la poste. On vous demande pas de vous présenter, on vous demande pas de payer les frais de poste. C'est ce que le consulat ici aux États-Unis me demande. Je suis obligé d'aller, de perdre ma matinée, de remplir un formulaire, plus prendre une photo sur papier. Parce qu'une photo digitale, ça marche pas pour les, les autorités consulaires françaises. Je présume que c'est pareil à la mairie chez vous. Euh, et il faut que je fournisse une enveloppe timbrée par passeport. Donc si on est 2 personnes, c'est 2 enveloppes timbrées. Ils sont pas capables de mettre dans la même. Donc je vais être obligé d'aller à la poste, de demander 2 enveloppes, et voilà. Donc super. Parce qu'évidemment, la France n'a pas d'argent pour m'envoyer, pour comprendre dans les frais administratifs pour renouveler le passeport, un timbre et une enveloppe. C'est trop compliqué pour eux. Et c'est trop cher. Voilà. Donc on a voilà l'administration. Donc combien de personnes on peut libérer pour faire autre chose, ou alors pour aller ailleurs, hein, pour aller chercher du travail sur le marché privé, au lieu d'avoir tout ce système. C'est n'importe quoi. Bon, alors voilà, c'est pour ça que je suis admiratif de Millet et je regarde ça avec beaucoup d'attention. Alors moi, je prie pour le succès de Millet, qui nous donne un exemple de faire la même chose partout, en France, aux États-Unis, un peu partout dans le monde, et pour que l'excellence et l'exceptionnel gagnent contre la médiocrité. Voilà, sur ces bonnes paroles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Faites tourner, likez, et puis j'espère à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon courage.